coutumier, nous en sommes à la 4e ou 5e session consacrée aux mesures prises du fait de cette crise sanitaire que nous connaissons maintenant depuis quasiment 3 mois. Nous avons abordé par le passé tout le cadre juridique conditionnant la mise en activité partielle et ses incidences, et notamment bien évidemment les modalités de détermination de l'indemnité et les pratiques administratives déclaratives pour obtenir le remboursement via le versement de cette allocation d'activité partielle. Nous vous proposons aujourd'hui d'aborder les opérations de contrôle que vous seriez amenés à connaître. Alors, 2 types de contrôles, hein, je l'avais indiqué lors de notre dernière présentation. En réalité, 2 institutions interviennent. D'une part, la directe pour connaître de la réalité de la mise en activité partielle et de sa conformité avec la législation, et d'autre part, plus tardivement, les URSSAF pour vérifier l'application de la législation sociale et du bon régime social, en l'occurrence dérogatoire très particulier que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder. Catherine, tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît? Oui. Merci. Alors, nous accueillons pour la première fois, il s'agirait d'une session co-animée et nous avons le plaisir, et nous remercions encore Maître Sabrina Kemel d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Sabrina, qui est avocate au barreau de Paris, inscrite au barreau de Paris et spécialiste en droit social, elle exerce au sein du cabinet FTMS. Elle vous dira dans un instant dans quelles conditions une entreprise peut être soumise à contrôle de la part de la directe des agents de l'administration du travail, quels sont leurs pouvoirs, quels sont leurs moyens, quels sont leur contrôle de leurs opérations. Et puis, pour ma part, maintenant vous me connaissez, hein, Abdelkader Beramdan, responsable veille juridique. Dans un second temps, je vous indiquerai quels seront, le cas échéant, en cas d'invalidation de la part de l'administration de l'activité partielle, les incidences sur le bulletin de paye, sa rectification, sa production et puis sa valeur juridique. Voilà, je laisse donc la parole à Sabrina qui va se présenter et qui vous dira dans un instant quels sont les pouvoirs de la directe et de ses agents de contrôle. Je monte le son. Parfait. En principe, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis avocate en droit du travail. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que j'exerce. Donc, je conseille des entreprises, tant des PME que des grands comptes, dans le cadre des conseils en droit du travail et des contentieux qu'ils peuvent avoir. Alors, aujourd'hui, donc, on va évoquer les contrôles qui ont commencé il y a à peu près 3 semaines, un mois, parce que moi, le premier client m'a contacté il y a 1 mois, vous voyez, donc, et les contrôles, on n'avait pas encore autant d'informations sur les contrôles, on n'avait pas encore eu les instructions DGT, et pourtant, les contrôles avaient bel et bien commencé. Donc, alors, je vais essayer d'être claire, précise et synthétique, et vous me poserez des questions par la suite si vous en avez. Alors, il va y avoir 2 types de contrôles. Il y a un contrôle sur l'autorisation qui a été donnée et puis un contrôle sur les heures chômées. Alors, sur l'autorisation en soi qui a été donnée, c'est bon, très rapidement en fait. Les directs, elles ont eu peu de temps aujourd'hui pour contrôler les autorisations. Elles ont donné les autorisations en 48 heures, puisque le délai, vous le savez, est passé de 15 jours à 48 heures. Et donc, compte tenu de ce court délai, forcément, les autorisations ont été données, j'ai envie de dire, de façon systématique. Et donc, il y a pu avoir des erreurs. Forcément, peut-être qu'une société n'était pas éligible à l'activité partielle et pour autant, on l'a autorisée à recourir au dispositif. Donc, sur ce point, les directs ont 4 mois, en fait, pour contrôler. Voilà, il faut le savoir. Ces 4 mois, c'est l'article 242.1 du Code des relations entre le public et l'administration qui évoque ce délai. Donc, pendant 4 mois, à partir de l'autorisation donnée, eh bien, la directe peut revenir sur cette autorisation. Alors, elle peut à la fois retirer l'autorisation, mais aussi, elle peut, bien sûr, si elle retire l'autorisation, forcément, l'indemnisation
qui en a découlé devra être remboursée. Et puis, bon, les conséquences sont évoquées par Abdelkader, mais elle peut également décider de ne pas retirer l'autorisation et uniquement en fait de vous demander d'ajuster parce qu'il y a eu des erreurs par rapport au nombre de personnes déclarées, par exemple, par rapport au nombre d'heures qui a pu être trop important ou autre. Donc voilà, il faut bien distinguer en fait le retrait de la décision d'indemnisation du retrait de l'autorisation en elle-même. Ça, c'est le premier contrôle. Le contrôle qui va pouvoir également être opéré, et celui qui nous intéresse, j'ai envie de dire, le plus, en fait, c'est le contrôle des heures chômées et donc de la fraude, parce que là, pour le coup, on sera sur le terrain de la fraude. Donc, qu'est-ce que vont vérifier les directs? Alors, il faut savoir déjà que les inspecteurs du travail n'ont pas à vous envoyer un Bristol avant de venir. Hein. C'est des contrôles qui sont inopinés. Donc, ils débarquent, ils peuvent arriver le matin, la nuit aussi. Moi, j'ai une entreprise qui s'est fait contrôler la nuit. Pour une entreprise qui travaillait la nuit, hein, c'est notamment, par exemple, les entreprises de transport ou dans l'industrie automobile. Donc, ils débarquent. Et puis, là, ils vont vous interroger, puis vous demander tout un tas de documents sur lesquels je reviendrai ensuite. C'est un contrôle sur place et ou sur pièce. Les deux peuvent bien sûr avoir lieu. Alors, les agents de contrôle, ils ont un droit d'entrée à l'établissement. Si vous vous y opposez, c'est un délit d'obstacle. Donc, moi, je déconseille en fait de s'opposer à l'entrée d'un inspecteur du travail, puisque il y a quand même ce délit d'obstacle qui existe, et on a déjà vu des entreprises se faire poursuivre pour délit d'obstacle. Alors, c'est une amende et puis il y a un an d'emprisonnement en plus. Alors, bon, bien sûr, les peines de prison sont jamais appliquées, mais il y a quand même une contravention qui est dressée. Donc, ne pas s'y opposer. Alors, vous avez pour ces contrôles-là, bien sûr, les pouvoirs qui sont énumérés par le Code du travail, mais aussi les circulaires DGT et DGEFP, enfin les instructions, qui sont sorties le 4 mai et je crois que c'est 4 ou 5 mai et 14 mai dernier, qui justement évoquent les contrôles. Alors, ces instructions, elles ne nous disent pas grand-chose en réalité. Hein. Je ne sais pas si vous les avez lues. Bon, on nous parle de contrôle croisé, de choses comme ça, mais on ne nous dit pas vraiment ce que va venir contrôler l'inspecteur du travail. Alors, ce qu'il faut également savoir aussi, c'est que les agents de contrôle, donc quand ils vont arriver au sein de l'entreprise, eh bien, ils vont pouvoir se faire présenter et obtenir la copie immédiate de tout document, quel que soit d'ailleurs leur forme ou leur support. Donc, également des supports informatiques, mais je vais y revenir un peu plus loin. Tout document qui va justifier la déclaration aux organismes de protection, sociale, forcément, on va vérifier que tout a été effectué dans les règles. Ils vont pouvoir, bien entendu, demander des documents qui sont exigés par le Code du travail. Hein. On a les décomptes du temps de travail, les bulletins de paye, etc., etc. Alors, il y a quand même une question qui se pose, et peut-être que j'aurais dû l'évoquer avant, c'est comment un inspecteur du travail débat dans une société. Pourquoi elle viendrait vous voir, vous, et pas une autre? Alors déjà, il y a eu beaucoup de délations, puisque le ministère du Travail, une fois n'est pas coutume, a invité les salariés et les représentants du personnel à dénoncer les entreprises qui fraudaient, et il y en a eu beaucoup. Alors après, il y a la fraude avérée, j'ai envie de dire, la fraude intentionnelle, ce qui est intentionnel, et puis les salariés qui d'eux-mêmes ont pris l'initiative de travailler pendant leurs heures chômées. Il faudra en parler parce que les conséquences ne sont pas les mêmes, puisque là, l'entreprise, justement, est de bonne foi, et la bonne foi compte lors de ce type de contrôle. Mais donc la délation, également les informations croisées entre les organismes, et puis les secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit pas mal de contrôles en fait dans le milieu du BTP, beaucoup dans les entreprises de conseil, pour tout ce qui est service, et dans les entreprises aussi pour tout ce qui est service support. Je prends un exemple, une entreprise dans de
Alors, excusez-moi, je crois qu'on a un petit Donc, problème de... on s'attache, enfin, les directs s'attachent au... Excuse-moi, Sabrina, on a un petit problème de son. Est-ce que tu pourrais revenir sur les quelques phrases que tu viens d'expliquer? On n'a pas entendu. Oui, bien sûr. On m'entend? On Oui, m'entend? là, c'est bon. Oui, oui. Oui, ok. Oui, oui. Oui, donc ce que je disais, c'est que en fait, je m'interroge à voix haute sur les raisons pour lesquelles on a contrôlé une entreprise et pas une autre. Et donc, je disais qu'il y avait la délation, puisque le ministère du Travail avait invité les salariés et les représentants du personnel à dénoncer, mais aussi les secteurs d'activité. Et donc, il y a des secteurs d'activité qui sont davantage contrôlés que d'autres, type BTP, type entreprise du conseil, et puis tout ce qui est service support des entreprises. Parce qu'on va s'étonner qu'un service RH, justement, ait été placé en activité partielle, alors que ce sont les salariés qui ont eu le plus de travail avec les salariés des services paye durant cette période. Donc, ça attire l'œil et on va venir contrôler. Alors, c'est également, bien évidemment, à partir aussi des déclarations qui ont été faites, des déclarations de la BSN et puis des demandes, et donc des demandes d'indemnisation, puisque quand vous faites votre demande d'indemnisation, vous mentionnez de toutes les manières pour quel type de salarié, pas de façon nominative, mais en tout cas pour quelle catégorie de salariés vous allez avoir recours au chômage partiel, et puis à la fin du mois, vous déclarez de toutes les façons les heures qui ont été effectuées par chacun, les heures chômées et les heures travaillées. Donc c'est pour cette raison que les directs viennent contrôler. Je pense, moi, que, alors en ce moment, oui, il y a beaucoup de contrôles, parce que de toutes les façons, en plus, il faut aussi donner l'exemple, et les premières sanctions qui tomberont, à mon avis, seront exemplaires. Ça, c'est une évidence. Après, les inspecteurs du travail n'ont pas les moyens, en fait, de contrôler toutes les entreprises. Ils n'ont pas tant d'effectifs que ça. Les URSSAF ont davantage de pouvoir et de contrôle. Et d'effectifs pour effectuer ces contrôles, parce qu'elles peuvent aussi, bien sûr, les URSSAF, alors ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais venir contrôler. Alors, s'agissant des documents qui peuvent être demandés, parce que je sais que ça c'est très intéressant et que ça intéresse beaucoup d'entreprises, et vous allez voir, vous allez même être étonné peut-être du type de documents, de support qui peut être contrôlé. Alors, je l'ai dit, bon, il y a toutes les pièces qui sont rendues obligatoires par le Code du travail, les bulletins de paye, les notes de frais, les documents de décompte du temps de travail, etc. Mais je vais les reprendre de façon assez détaillée pour que vous puissiez vraiment les avoir en tête. Alors déjà, on va vous demander forcément des documents sur la situation des salariés. Et donc, on va demander la liste des salariés qui ont été placés en activité partielle. On va vous la redemander, même s'ils l'ont. La liste des salariés en télétravail aussi. C'est important puisque forcément, même si on télétravaille, certains qui ont télétravaillé peuvent avoir été également en activité partielle pour une partie de leur temps. Donc, on va vérifier qu'ils ont télétravaillé uniquement, par exemple, sur 20% de leur temps dans la semaine et pas à hauteur de 80 ou de 100%. La liste des salariés qui ont bénéficié d'arrêts dérogatoires, qui paraît garde d'enfants, arrêt pour personnes vulnérables. On va vous demander aussi les plannings de travail pour les salariés qui sont en activité partielle. Activité partielle réduite, bien sûr, puisqu'en activité partielle totale, il n'y a pas de planning de travail. Donc ça, ce sont des documents que les inspecteurs du travail vont demander aux entreprises. Des documents sur le temps de travail également. Alors, l'horaire collectif appliqué à l'entreprise, si horaire collectif il y a, tous les accords sur le temps de travail, les décomptes du temps de travail, les documents de suivi aussi de temps de travail des salariés. Alors ça, on sait malheureusement qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne suivent pas, qui ne contrôlent pas le temps de travail des salariés hors activité partielle. Donc, il ne faudrait pas, bien sûr, que si vous voulez, ce contrôle qui est centré sur le recours à l'activité partielle débouche sur d'autres contrôles. Et souvent, on sait qu'en fait, c'est un peu le jeu de… Enfin, c'est un peu une ficelle. On tire, et puis on découvre à chaque fois ce qu'il y a sous la neige. Et je pense que les inspecteurs du travail vérifieront en tout cas tout ça. Dès qu'il y a quelque chose qui leur semble louche, et bien, ils iront fouiller derrière.
On aura également, bon, je l'ai dit tout à l'heure, les bulletins de paye, les journaux, pardonnez-moi, les journaux de paie, donc, et puis la DADS. Et on va avoir aussi les documents informatiques. Et dans les documents informatiques, eh bien, on va vous demander la liste des logins des salariés. Moi, ça a été le cas récemment. Le journal des connexions informatiques. Donc, on peut vous demander, par exemple, le journal des connexions des différents serveurs, les serveurs de messagerie, les serveurs des fichiers d'entreprise. Enfin, bon, bref, ils peuvent avoir accès, en fait, savoir exactement quand vos salariés se sont connectés et sur quel site ils sont allés, ce qu'ils ont fait. Ça, c'est parfaitement traçable et ils peuvent y avoir accès et ils peuvent même se faire aider de tiers et donc demander à la société, à une société prestataire avec laquelle vous travaillez, prestataire informatique, de fournir des informations. Donc, c'est dire hein, l'étendue de leur pouvoir. Ça va même encore un peu plus loin, puisque j'ai un client moi, on a contrôlé les téléphones professionnels et on est parti regarder les SMS et les messages WhatsApp. Voilà, ils avaient des groupes WhatsApp d'entreprise, hein, aujourd'hui c'est fréquent. Et donc, ils sont partis regarder en fait avec qui, les échanges qu'il y avait eu, sur quoi ça portait, le nom des salariés en question, pour aller vérifier bien si tel ou tel salarié était en activité partielle, si on l'a fait travailler ou pas. Il va y avoir un sujet sur les boîtes mail personnelles. Parce que j'ai entendu hier, lors de la déclaration d'Édouard Philippe, il y a eu une question justement sur le contrôle des adresses mail personnelles. Alors, Édouard Philippe a un peu botté en touche en disant que oui, on pourrait contrôler, donc on en déduit qu'un inspecteur du travail pourrait contrôler les boîtes mail personnelles, puisque forcément, eh bien, il y a des entreprises qui, au lieu de passer par les boîtes mail professionnelles, ont dévié en passant par les boîtes mail personnelles. À mon sens, bien sûr, un inspecteur du travail n'a pas le pouvoir d'aller contrôler une boîte mail personnelle. Je veux dire que ça ne rentre pas dans le champ de ses pouvoirs, et heureusement. En revanche, en cas d'enquête par le procureur, et je vais y venir, en cas d'enquête de police, là, c'est tout autre chose. Mais un inspecteur du travail n'a pas les pouvoirs d'accéder aux boîtes mail personnelles, ni des salariés, ni du chef d'entreprise. À un moment donné, il faut quand même... il ne faut pas aller trop loin. Donc ça, ce sera à surveiller. En tout cas, voilà, sachez que les WhatsApp et les SMS sont contrôlés sur les téléphones professionnels et puis bien sûr, les journaux d'appel, hein, ça c'est évident. Je l'ai dit également, ils ont accès aux informations qui sont détenues par des tiers sans que les entreprises ne puissent opposer le secret professionnel. Ça, c'est donc, voilà, j'ai pris l'exemple du prestataire informatique, mais ça peut bien être aussi, par exemple, le prestataire paye. Voilà, on peut solliciter des informations du prestataire paie de la société. Au-delà de ce contrôle sur pièce, parce que ça, c'est un contrôle sur pièce, donc en fait, on pourrait très bien envoyer un courrier d'observation à une entreprise, lui demander plusieurs documents, mais on peut aussi, je l'ai dit tout à l'heure, débarquer et puis demander les documents sur place à la société et donc en obtenir une copie immédiate. Au-delà donc de ces contrôles-là, les inspecteurs du travail ont aussi un pouvoir d'audition. Ils peuvent auditionner les salariés et le chef d'entreprise. Les salariés présents peuvent être auditionnés et donc le chef d'entreprise également. Les sous-traitants et les prestataires aussi. C'est important à savoir. Forcément, qu'est-ce qu'on attend d'une audition? C'est que les salariés dénoncent en réalité les pratiques de la boîte si l'entreprise a eu recours à contourner le process de chômage partiel. Et quand on est face à un inspecteur du travail, bien souvent, si vous voulez, on dit les choses. Hein, c'est assez... les salariés ne mentent pas. Sabrina, je crois qu'on a de nouveau des problèmes de son.
Allô? Vous pouvez vous opposer. Alors après, si on s'oppose, c'est souvent qu'on a des choses, qu'on peut avoir des choses à cacher. Donc moi, je le déconseille. Après, en fonction de la situation de l'entreprise, voilà, chaque chef d'entreprise saura s'il a des choses à se reprocher. Et donc, bien sûr, demander l'assistance d'un avocat si on sent qu'on est borderline. Puisque il faut le savoir, hein, et notamment en matière pénale, les premières auditions sont importantes parce que ce sont celles en fait qu'on retrouve, alors avec d'autres, mais les premières auditions, ce sont celles qu'on va retrouver forcément dans le dossier d'instruction. Et après, on va croiser, vous savez, on interroge plusieurs personnes et puis on croise les déclarations de chacun pour démêler le vrai du faux. Alors après, une fois que l'inspecteur du travail aura contrôlé les documents, aura auditionné les salariés, que peut-il faire? Eh bien, il va analyser tout ça et puis il va soit dresser une lettre d'observation, il va soit dresser une lettre d'observation. On m'entend bien? Là, on t'entend de nouveau, Sabrina, mais il y a souvent des coupures. Peut-être qu'il serait préférable d'arrêter la webcam. Peut-être que ça pénalise le son. Ok, pas de difficulté. Et donc, ce que je disais, donc c'était, je sais pas si on m'a entendu, j'évoquais les pouvoirs d'audition en disant que l'ensemble des salariés pouvaient être auditionnés, ainsi que le chef d'entreprise et les sous-traitants et prestataires, et que bien entendu, on pouvait se faire assister. Ça a coupé? Non. Ah oui, et qu'on pouvait se faire assister d'un avocat lors de ces auditions. Alors, ce n'est pas toujours la chose à faire, hein, puisqu'on appeler son avocat quand on est contrôlé par l'inspecteur du travail peut justement signifier qu'on a quelque chose à se reprocher. Maintenant, quand on sait qu'on est borderline, oui, moi je conseille d'appeler son conseil. Alors, une fois que l'inspecteur du travail a obtenu tous les documents qu'il souhaitait et qu'il a pu auditionner les salariés, eh bien, il va analyser le tout, vous demander des documents complémentaires si cela est nécessaire. Et par la suite, il va pouvoir, eh bien, alors là, souvent, il dresse une lettre d'observation, l'inspecteur du travail. Une lettre d'observation où il demande des informations complémentaires. Mais il peut aussi dresser une lettre de mise en demeure, également un procès-verbal pour infraction. Alors, le procès-verbal pour infraction, il arrive après la lettre de mise en demeure. Mais il peut également, quand il est convaincu en fait d'un délit, quand il acquiert la connaissance d'un délit, et ça c'est peu connu, c'est pas qu'il peut, c'est qu'il doit en fait, il a l'obligation de transmettre au procureur de la République le dossier. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs que les procureurs de la République sont saisis et que le dossier débouche sur du pénal. Alors, est-ce qu'il y a un problème de son ou pas? Non. Non, c'est bon. C'est souvent comme ça. Et ensuite, c'est le procureur de la République qui décide de donner suite ou non au dossier, puisque soit il y donne suite, et puis là on rentre dans l'instruction, soit le dossier est classé sans suite. Alors, il faudra à chaque fois, parce que ça va être important, et d'ailleurs le ministère du Travail l'a rappelé, les entreprises ont le droit à l'erreur. Il faut invoquer son droit à l'erreur. On a le droit de s'être trompé. Il va falloir, si vous voulez, la mauvaise foi, j'ai envie de dire, la mauvaise foi et la fraude, il ne faut pas oublier qu'elles incombent à l'administration. Donc, ça va être à l'administration de démontrer qu'une entreprise a été de mauvaise foi et qu'elle a fraudé et que c'est intentionnel, parce qu'on sait qu'au pénal, d'ailleurs, c'est l'intention qu'on requiert. Les sanctions qui peuvent être dressées par la suite, quelles sanctions? Alors, vous avez entendu parler de certaines sanctions, mais il y en a une dont je vais vous parler, dont on entend peu parler. Alors, on a bien sûr la sanction de fausses déclarations, tout le monde en a entendu parler.
vous avez à la fin du mois déclaré des heures que vous saviez en réalité non chômées. Et donc là, c'est 2 ans au plus d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Vous avez également le travail dissimulé, forcément. Alors, le travail dissimulé tant sur le terrain du pénal que sur le terrain du civil et donc du conseil de prud'homme. Sur le terrain du pénal, il faut se rappeler que le travail dissimulé, c'est un délit et que la prescription pour les délits, elle a changé il y a quelques années. On n'est non plus sur une prescription de 3 ans, mais sur une prescription de 6 ans. Et devant le conseil de prud'homme, le travail dissimulé, c'est 6 mois d'indemnité forfaitaire qui ne peut pas être revu à la baisse ni à la hausse. C'est 6 mois d'indemnité de salaire. Vous avez également l'interdiction de bénéficier des aides en matière d'emploi et de formation pendant une durée de 5 ans. Et puis, le remboursement, ça c'est évident, des sommes qui ont été perçues, qui ont été indûment perçues. Alors après, vous allez avoir bien sûr le redressement URSSAF. Le redressement URSSAF, et ça, je laisse Abdelkader en parler. Mais vous avez également un délit dont on parle peu, qui est le délit d'escroquerie à l'État. Et le délit d'escroquerie à l'État, en fait, c'est puisqu'on a, au final, quand on a fraudé, c'est au préjudice de qui? C'est au préjudice de l'État. Et c'est ce qui est une circonstance aggravante. Et là, on est sur un délit qui est de 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende pour les personnes morales. Alors, quand est-ce que ce délit, en fait, peut être retenu? Eh bien, c'est quand une entreprise avait, avant même de recourir au chômage partiel, l'intention, en fait, de frauder. Je m'explique. C'est-à-dire que une entreprise, on a informé de ce dispositif d'activité partielle qui est mis en place, et une entreprise, il y a des mails qui circulent, ah bah parfait, on va pouvoir demander l'activité partielle, même si on n'en a pas besoin. Voilà. Et là, l'inspecteur du travail met la main sur ces mails-là, et là, on est sur un délit qui relève du délit d'escroquerie, qui n'est pas cumulable avec le délit de fausse déclaration, mais qui est bien plus lourd en termes de sanctions et de peines d'emprisonnement. Voilà pour les sanctions. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui est recours. Alors, les recours, bon, on sait comment on peut contester une décision de l'inspecteur du travail. Hein. Il y a le recours gracieux, le recours hiérarchique. Et puis, de toutes les manières, il va y avoir des échanges avec l'inspection du travail avant que soit dressé un procès-verbal pour infraction. Et puis ensuite, quand on est devant le tribunal correctionnel, là, c'est une toute autre histoire dont je ne vais pas discuter, dont je ne vais pas vous parler ici, mais je pourrais répondre aux questions si nécessaire. Voilà, donc je vais laisser place aux questions, s'il y en a. Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions. Visiblement, le son n'était pas très bon tout le long de la session. Est-ce que si vous avez des questions, peut-être, il serait préférable de les noter par chat, et puis on reviendra en fin de séance si on voit qu'il y a des questions qui sont arrivées. Abdelkader, si tu veux prendre le relais. Alors, Oui, attendez, allô? il y a des questions qui arrivent. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Catherine, si tu peux faire un retour. Oui, je t'entends. Ah, voilà, c'est revenu. Alors, il y a quelques questions qui viennent juste d'arriver. Oui. Alors, par exemple, une très bonne question. Un collaborateur en activité partielle peut-il suivre un webinar? Alors la question est, un salarié en activité partielle peut-il suivre un webinar? Est-ce qu'on m'entend? On t'entend très loin, Sabrina. On m'entend? Ouais, On si m'entend? tu peux te rapprocher au maximum du micro. Alors, un salarié en activité. Non, on ne t'entend plus. Donc, on entend bien Abdelkader, mais Sabrina, on ne t'entend pas. Allô? Allô?
Allô? Oui, Oui, là, on t'entend de nouveau, mais on n'a pas entendu la réponse, en fait. c'est bizarre parce que. Là, Là, vous on t'entend m'entendez? très bien, Abdelkader, ouais, on t'entend très, très bien, mais Alors, Sabrina, on ne l'entend voilà, pas. parfait. Oui, je pense qu'effectivement, c'est la différence entre le port d'un casque ou pas. Euh, Sabrina disait effectivement à juste titre, qu'est-ce que l'activité partielle? C'est une suspension du contrat de travail. Donc, en tout état de cause, lorsque le salarié est placé dans cette situation-là, il n'a plus d'obligation et il ne doit pas, d'abord, il n'a plus d'obligation à l'égard de son employeur et il ne doit pas, au regard de la loi, répondre bien évidemment à ces injonctions-là et de se mettre à disposition de son employeur de telle sorte que l'on pourrait, si les autres conditions étaient réunies, considérer qu'il soit en temps de travail effectif. Donc, bien évidemment, en dehors de la situation de formation qui est admise durant la période d'activité partielle, un salarié n'a pas effectivement à participer à un webinar, auquel cas on considérerait que sa participation relève bien évidemment de ses obligations professionnelles, alors ne serait-ce que pour recueillir de l'information, mais s'il recueille de l'information, c'est déjà une partie de ses missions, combien même il n'exploiterait pas immédiatement ces informations-là, mais le recueil de l'information est déjà une sorte de travail réalisé dans l'intérêt de l'entreprise. Donc, effectivement, à ce titre-là, il n'est pas souhaitable qu'un salarié en activité partielle participe à un webinar et toute attention doit être portée, bien évidemment, sur les conditions et les possibilités qu'offre la loi, et vous avez vu qu'elles sont extrêmement larges, de contrôle des outils informatiques dont dispose l'administration du travail. Y Alors, a-t-il d'autres questions, Catherine? alors oui, après, il y avait un détail par rapport à cette question, c'était, en fait, c'est dans le cas où son employeur l'inviterait pour un webinaire qui ne parle pas de son travail, mais qui serait plutôt sur la gestion des émotions, du fonctionnement du cerveau, etc., qui n'a rien à voir avec son emploi, mais ce serait quand même une invitation envoyée par son employeur. Alors, c'est une invitation envoyée par l'employeur sur un sujet autre, comme Sur un sujet euh, autre que, que ses que tâches. sa mission. Je pense que on est dans la même logique, hein. Oui, le contrat est suspendu, c'est ce que me dit Sabrina, hein. On est dans la même logique de suspension du contrat, donc en tout état de cause, même si, bien évidemment, cela ne correspond pas à ses missions, à ce qui est expressément prévu dans son contrat de travail et le détail de ses missions dans des documents annexes, en tout état de cause, il a répondu à une injonction de l'employeur pour pouvoir recueillir des informations, même si cette formation-là n'a pas d'impact immédiat. Donc, le cas cité est plutôt une sorte de gestion de ce qu'on appelle la gestion des émotions. Mais la gestion des émotions, s'il est invité, bien évidemment, à répondre à ce webinaire, c'est qu'à un moment donné, il va utiliser les informations qui ont été recueillies. Donc cela correspond à, bien évidemment, la présence, le travail et le comportement du salarié au sein de l'entreprise. Donc il faut absolument éviter, en tout état de cause, de répondre à ce type de demande en dehors des formations réglementairement encadrées. D'accord, merci. Une autre question, l'entreprise qui déclare le chômage partiel et qui ne demande pas d'indemnisation est-elle sujet à un contrôle? Donc juste Alors le la fait d'avoir question c'est, déclaré, mais sans avoir demandé d'indemnisation, est-ce qu'elle oui, peut être sujette à un contrôle malgré cela? alors je pose la question à Sabrina, mais je pense que la réponse est assez simple. L'entreprise a mis en activité partielle, mais n'a pas demandé le versement des indemnités. Elle est sujette à contrôle aussi. Alors, le fait est, alors je vais répondre de la manière suivante, c'est que en tout état de cause, l'employeur a placé tout ou partie de ses salariés en activité partielle, il verse l'indemnité d'activité partielle conformément à ce que prévoit la loi, mais n'en demande pas le remboursement via la demande d'allocation. Donc il a rempli qu'une première partie. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le salarié a lui perçu, non pas son salaire habituel, mais a perçu une indemnité d'activité partielle, avec un mode de calcul que nous connaissons, que nous avons fréquemment évoqué, et puis ce régime de faveur, puisqu'on qualifie les sommes de revenus de remplacement. En tout état de cause, on ne peut pas, et d'une part, bien évidemment, demander la suspension du contrat de travail au motif
d'une mise en activité partielle et pour les motifs que l'on connaît, les causes que l'on connaît, que nous avons fréquemment soulevées, et en même temps imaginer ne pas être contrôlé parce que, bien évidemment, je n'ai pas demandé l'indemnisation. Alors, l'engagement de l'État et du gouvernement est le suivant, c'est que bien évidemment, on va essentiellement contrôler les entreprises qui ont demandé une indemnisation. Pour rappel, le chiffrage à ce jour sur le budget de l'État, c'est 20 milliards. Pour rappel, 20 milliards, c'est l'exonération, c'est la RGCP, c'est la réduction générale de cotisation patronale ou autrement dit la réduction Fillon. C'est un équivalent en quelques mois de ce que coûte ce dispositif à la sécurité sociale sur une année. Donc, bien évidemment, celles qui seront en premier lieu visées sont celles qui ont demandé le versement de l'allocation, donc le remboursement des sommes versées par l'employeur, le remboursement par l'État des sommes versées par l'employeur, mais en tout état de cause, le seul fait d'avoir mis le salarié en activité partielle ne l'exonère pas en tous les cas ou ne le protège pas de manière automatique d'un contrôle de l'administration. Il y a un certain nombre d'incidences sur les droits des salariés, nous allons les voir ensemble dans un instant, que l'administration a compétence de contrôler. Et bien évidemment, lorsque l'on met en branle toute une partie du Code du travail et toutes les autres parties qui donnent lieu à incidence parce qu'on a mis en place l'activité partielle, eh bien, sont susceptibles d'être contrôlées par l'administration compétente. Alors, merci. Un autre point concernant les réunions ou webinars, donc par rapport aux visios d'équipe, est-ce que c'est, on est toujours dans le même sujet? Est-ce que c'est autorisé ou non? Donc, Catherine, est-ce que tu entends Sabrina à nouveau ou pas? de très loin. Attends, là c'est bon? Là, c'est bon, oui. Bon. Juste pour compléter la question précédente, en réalité, pour les entreprises qui ont demandé à bénéficier, en fait, qui ont pas eu recours à l'activité partielle, mais qui ont tout de même demandé à l'autorisation en fait de placer des salariés en activité partielle, souvent ces entreprises elles l'ont fait parce que derrière elles peuvent bénéficier d'une exonération de charges. Il y a des grandes entreprises qui ont décidé de maintenir les salaires, mais ces salaires ont été exonérés de charges parce que justement elles ont demandé, enfin il y a une procédure spécifique, on demande l'autorisation et derrière on informe la directe que c'est nous qui allons verser les indemnités d'activité partielle et donc c'est exonéré de charges pour l'entreprise. Et donc sur ce point-là, en fait, les contrôles ils vont pas tant s'effectuer, j'ai envie de dire, sur la question de la fraude, mais on va aller regarder notamment que l'autorisation donnée est bien légale. Vous voyez, on va être sur le premier, en fait, sur le premier contrôle que j'avais évoqué. Si c'est bien une entreprise qui avait une baisse d'activité, par exemple, des difficultés économiques, etc., etc. Parce que ce n'est pas le cas de toutes les sociétés qui ont demandé le bénéfice de l'activité partielle. Voilà. Et pour répondre à la question, Catherine, que vous venez d'évoquer, eh bien, il n'y a pas de visio d'équipe quand on est en activité partielle. Alors après, il faut distinguer le juridique de la pratique. On sait tous, en fait, qu'on a voulu maintenir, enfin, je dis on, c'est pas moi, mais on sait tous que les entreprises ont souhaité maintenir le lien avec leurs équipes et c'est tout à fait normal. Donc, quand un inspecteur du travail eh bien, découvrira en fait qu'il y a eu quelques points d'équipe, s'il y a eu un point d'équipe par semaine d'une durée d'une dizaine de minutes, oui, en réalité, le point d'équipe n'aurait pas dû avoir lieu. Mais après, il n'y a pas de mauvaise foi de la part de l'entreprise. Il n'y a aucune mauvaise foi. L'entreprise est de bonne foi. C'était juste pour maintenir le lien avec le salarié. Donc, justement, sur ce point-là, je doute, et en tout cas, ce serait vraiment contestable qu'il y ait des sanctions qui soient prises. C'est pas ça en réalité ce que recherchent les inspecteurs du travail, vous l'avez compris. Ils vont vraiment rechercher les fraudes, les entreprises qui ont voulu frauder à l'activité partielle. Et tout ça d'ailleurs m'amène à évoquer avec vous le point des salariés qui eux-mêmes ont décidé de travailler. Sabrina, c'est de nouveau coupé. Le son est coupé. Abdelkader, si tu peux reprendre la conversation.
Allô? Oui, il est pas coupé le son pourtant. Oui, mais on a des coupures, je ne m'explique pas, mais on a des coupures. Donc là, on Peut-être le n'a pas réseau. entendu, il y a eu un blanc de 1 minute. Abdelkader va reprendre ce que j'ai dit en dernier lieu et je pense que j'avais terminé. Ok. Pro et voilà, j'ouvre mon. Catherine, tu m'entends? Oui, oui, très bien. Oui, parfait. Oui, le dernier point que soulevait Sabrina était le suivant, c'est la situation du salarié qui, lui, se met à travailler sans demande de son employeur. Et elle soulevait l'exemple d'une de ses entreprises clientes qui a fait état de ces choses-là, c'est-à-dire que le salarié a été placé en activité partielle, il n'y a absolument pas été demandé de mission particulière, d'action particulière, de remise d'un fichier ou de remise de travaux, mais s'est mis lui-même, bien évidemment, à travailler. Alors, cela peut mettre en difficulté l'entreprise a posteriori parce que là, il peut y avoir, bien évidemment, quelques indices qui laisseraient supposer que si le salarié est intervenu, peut-être quelque part c'est à la demande de sa hiérarchie et mettre en difficulté l'entreprise. Et donc la voie préconisée par Sabrina, son entreprise cliente, c'est tout simplement de couper les connexions. Voilà, on peut couper les connexions à distance, c'est quelque chose qui se fait assez fréquemment dans nos entreprises lorsqu'un salarié quitte l'entreprise définitivement et que bien évidemment par sécurisation, l'ensemble des accès lui sont fermés. Et à ce titre-là, c'est l'opération de sécurisation la plus optimale que l'on peut avoir parce que bien évidemment, il s'agit de à la fois de se sécuriser sur l'activité du salarié, s'assurer qu'il est bien en activité partielle avec toutes les considérations qu'il y a lieu d'avoir, et en même temps, la bonne foi de l'entreprise suppose que bien évidemment elle est tout mise en œuvre, le cas échéant, pour éviter ce type d'écueil et d'engagement. Voilà, on a tous des collaborateurs, des collaboratrices, il peut y en avoir un peu partout, qui ont un grand engagement, mais qui doit se faire bien évidemment dans le cadre de la législation qui est en vigueur. Merci. Alors, Voilà, il y a Catherine. une autre question. Peut-on exiger du salarié qu'il reste joignable pendant le chômage partiel, ne serait-ce que pour que l'employeur puisse le mobiliser en cas de reprise? Est-ce qu'on peut demander aux salariés d'être joignables en activité partielle, ne serait-ce que pour lui demander de reprendre en cas de reprise, en tout cas Oui, De le oui. mobiliser en La cas de réponse est reprise, oui. oui. La Oui. réponse est oui. La réponse est oui. La réponse Ok. est oui. Ça peut être effectivement dans le cadre de points, le cas échéant, comme l'évoquait Sabrina, de points de réunion extrêmement brefs pour connaître de la situation de l'entreprise au titre de l'activité partielle. Alors, les salariés peuvent-ils être en Je activité disais, les partielle entreprises, pendant cette Pardon? crise, ont pas pu communiquer en fait avec leurs salariés. Tous les salariés n'ont pas d'email, hein. Je pense notamment aux populations, hein, par exemple, d'usines, voilà, qui ont pas forcément, qui sont pas joignables par mail. Donc oui, quand il faut remettre les salariés au travail, eh bien il n'y a pas de difficulté. L'employeur les contacte sur leur téléphone, ou peut même, moi j'avais conseillé à un client, eh bien d'envoyer un message groupé SMS à l'ensemble des salariés qui devaient reprendre pour les informer. Ça, c'est l'employeur n'a pas le choix. Je veux dire, quand on a une entreprise avec 400 salariés, on va pas faire 400 courriers. Je pense que les services RH paye ont déjà beaucoup de boulot. Donc non, il n'y a pas 400 courriers en soi à faire, surtout qu'il faudrait faire des courriers recommandés. Les délais postaux sont en ce moment, on sait que c'est assez compliqué. Donc bien sûr, vous pouvez appeler vos salariés ou leur envoyer un SMS pour les informer bien, de la reprise d'activité et de ses modalités, tout en ayant aussi, attention, consulté le CSE, hein, sur les modalités de reprise et sur les impacts sur les conditions de travail et de santé et sécurité, hein. Ça, je le rappelle, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est important à dire au vu des dernières jurisprudences Renault Sandouville, Amazon et Carrefour. Ok, merci. Les salariés peuvent-ils être en activité partielle lors de certains jours fériés?
Alors, les salariés peuvent parfaitement être en activité partielle lors de certains jours fériés, mais je pense que la question, c'est par rapport à l'indemnisation, en fait. Oui. Alors, si le jour férié était en règle générale dans l'entreprise non travaillé, férié chômé, eh bien, il ne donnera pas lieu au bénéfice de l'indemnisation d'activité partielle. En revanche, si c'était un jour travaillé, dans ce cas, il pourra donner lieu à l'indemnisation d'activité partielle. Une petite précision toujours sur les webinars. Sur ce sujet, si l'entreprise a indiqué que la participation à un webinar d'information se faisait sur la base du volontariat pour les salariés en activité partielle, est-ce qu'il y a donc est-ce qu'il y a un souci avec cela dans la mesure où c'était Non, fait par je pense pas qu'il y ait de souci parce qu'encore une fois de plus, il faut dissocier le juridique et la pratique. Je pense pas qu'il y ait de difficulté parce que tout le monde aujourd'hui peut comprendre et les inspecteurs du travail également, que les entreprises et les salariés aient eu besoin en fait de garder le contact sur certains points, qui ne seraient pas du travail effectif, j'entends. Donc si le webinar en fait c'est sur, le volontariat, bon, on va dire que juridiquement, oui, ça peut être, contestable. Après, en pratique, je doute, qu'il y ait des sanctions, si c'était basé sur le volontariat puisque une fois de plus, on a la bonne foi en fait, hein, qui prime. Et il faut bien sûr, voir aussi les suites de ce webinar parce que si, par suite, eh bien, le salarié a fourni des travaux ou autre, ça posera difficulté. Si c'était juste, et puis le sujet aussi du webinar. Vous voyez, si c'est un sujet, qui est relatif, à des travaux, et bien là, ça pourrait poser problème, même que ce soit sur la base d'ailleurs, du volontariat. OK, merci. Alors là, je lis en même temps, donc c'est un peu compliqué. Si suite à un contrôle, certains salariés ressortent comme en situation de fraude au chômage, mais pas la totalité des salariés, la sanction est-elle de rendre les sommes concernées par ces salariés ou la totalité des allocations chômage perçues pour tous les salariés? Alors, la sanction, normalement, c'est de rendre les sommes perçues, pour les salariés concernés. C'est ça. Après, j'ai entendu, la fois dernière, je discutais avec un inspecteur du travail, qui m'a dit: «Moi, quand je contrôlerai, si je m'aperçois, s'il y en a 5, par exemple, si 5 salariés ont travaillé alors qu'ils étaient en activité partielle, j'épinglerai tout le monde». Bon, ce qui sera contestable, bien sûr. Mais en principe, on rembourse les sommes, uniquement pour les salariés pour lesquels, eh bien, il y a eu fraude. OK. Par rapport à la déclaration donc de l'activité partielle, le fait de déclarer l'activité partielle en DSN, suffit-il pour ne pas déclarer sur le site ASP? Alors ça, c'est une question à laquelle je pourrais pas répondre. Peut-être, Abdelkader, oui. Est-ce que, déclarer, l'activité partielle sur la DSN suffit-il pour pas le déclarer sur l'ASP? Alors Abdel, il faut que tu te rapproches du micro. Oui, allô. S'il y a lieu de demander l'indemnisation de l'État, le versement de l'allocation, c'est peut-être que j'ai pas. Vous m'entendez? Tu m'entends, Catherine? Oui, 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 très bien. Oui, oui. Pardon, oui. Oui, je disais que s'il s'agit de demander le versement d'allocation, donc le remboursement par l'État, des sommes engagées, la voie de l'ASP est impérative. C'est obligatoire. OK. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a tout un certain nombre d'informations à délivrer, des fichiers. On est en train de travailler, l'administration travaille sur des demandes en masse. C'était quelque chose et centralisé, hein, notamment lorsqu'on est multi-établissement. Si vous en souvenez, on avait évoqué le sujet par le passé. Ça devait être effectif au 15 avril et puis on n'arrête pas de repousser. Donc ça ne l'est toujours pas, mais le passage par l'ASP s'impose. D'accord. Certaines entreprises rencontrent des problèmes justement pour introduire les demandes des indemnités. Pour le mois de mars, ça n'a pas été possible et pour le mois d'avril, le système bloque. Est-ce qu'il y a, à votre connaissance, d'autres sociétés qui ont rencontré ces problèmes
Donc ça, c'est peut-être une question ouverte vers tous nos clients. Moi, C'est une personnellement, j'ai problématique entendu, oui, opérationnelle. qu'il y avait certainement d'autres clients qui avaient des problèmes de déclaratifs. Maintenant, quelles sont les mesures à prendre si on n'a pas pu déclarer en ligne? Ah bah, c'est la seule voie, donc ça pose difficulté. Est-ce que la situation peut être faite remonter par l'interlocuteur habituel de SD Works, que l'on puisse voir? D'accord, donc donc à ce moment-là, on préconise Ouais, ouais. de se rapprocher de son contact pour voir quelles sont Oui, oui, les oui, oui, meilleures oui. Oui, à ma modalités. connaissance, c'est la première fois que la question nous est remontée. Enfin, à mon niveau, m'est remontée. Mm. Il faut que l'on examine la situation avec l'administration sur ce point-là. On pourra le D'accord. signaler à DGEFP, le cas échéant. Mais il faudrait quelque chose de plus concret. Ok, de plus Voilà, détaillé. la période, la date, et puis éventuellement le nombre de salariés et comment dirais-je, l'information qui a été adressée en réponse par le système d'information. D'accord, merci. Ça remonte à la DGEFP, le cas échéant. Une autre question, vous avez évoqué un délai de 4 mois pour les contrôles à compter de la date d'autorisation. Cela signifie-t-il que passé ce délai, C'est un il n'y aura problème plus sur de moi aussi. contrôle? Pardonnez-moi, Christine, vous pourriez me redire la question? Oui. Vous avez évoqué un délai de 4 mois pour les contrôles à compter de la date Oui. d'autorisation. Cela signifie-t-il que passé ce délai, il n'y aura plus de contrôle? Alors, en fait, ce délai de 4 mois, il concerne l'autorisation qui a été donnée sur l'autorisation. C'est-à-dire que passé ce délai de 4 mois, on ne pourra plus venir vous dire, eh bien, je retire l'autorisation parce que justement, eh bien, en réalité, vous n'aviez pas de difficulté économique. Ça, ce sera plus possible. Passer ce délai de 4 mois, donc, et je le rappelle, c'est le L242 du code c'est l'article L242 du code des relations entre public et administration. Et donc, en fait, c'est quand une autorisation a été donnée sur un fondement illégal. Et donc, un fondement illégal, c'est quoi? Eh bien, c'est quand on rentre pas dans les 5 motifs, dans l'un des 5 motifs qui est listé par le Code du travail pour bénéficier de de l'activité partielle. Donc voilà, passé ce délai de 4 mois, l'autorisation ne pourra plus être retirée. En revanche, les contrôles concernant la fraude, ça pourront parfaitement continuer. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus, étant donné que je rappelle que pour tout ce qui est donc pénal, on est sur du délit, et le délit, c'est 6 ans. La prescription, c'est 6 ans. Voilà. Ok, merci. Est-ce que le contrôle concerne également le respect de la procédure? En particulier, quel risque court une entreprise qui n'a pas de CSE par défaut d'organisation d'élections et n'a donc pas respecté l'obligation de consultation des représentants du personnel? Alors, il y a eu tout un débat sur la consultation des représentants du personnel pour les entreprises de moins de 50. Le code du travail n'imposait pas la consultation du CSE pour les entreprises de moins de 50, qu'elles en aient un ou qu'elles en aient pas. On a eu un décret qui est venu nous dire, mais en fait, je pense qu'il y a eu une erreur, qui est venu nous dire, bah si, finalement, il faut consulter. Il faut consulter même quand vous avez moins de 50 salariés. Et donc là, se posait la question des entreprises qui n'avaient pas de CSE. Alors, quand on a un PV de carence, pas de sujet, mais les entreprises qui n'ont pas eu le temps de mettre en place un CSE. Et là, sur ce point-là, on sait que les élections qui n'ont pas pu avoir lieu, eh bien, vont pouvoir avoir lieu après, en fait, la crise sanitaire. Il y a d'ailleurs un texte qui est paru sur ce point il y a moins d'une semaine. Je pourrais donner des informations à la personne, elle peut me contacter par LinkedIn, il y a pas de difficulté. Mais en tout cas, donc quand on n'a pas pu consulter son CSE parce qu'on n'en avait pas et qu'on n'avait pas de PV de carence, pas de sujet, puisqu'il va falloir déjà on avait 2 mois hein, pour consulter son CSE, et ensuite eh bien ces entreprises-là vont pouvoir régulariser la situation et puis faire leurs élections, et donc demander a posteriori consulter, pardonnez-moi, a posteriori leur CSE. Il n'y aura pas de contrôle sur ce point, et surtout pas de toutes les façons
puisque là, on est sur une entreprise de moins de 50, concernant les entreprises de moins de 50 qui n'ont absolument pas l'obligation de consulter leur CSE. Il n'y a pas d'obligation pour les entreprises de moins de 50 de consulter, hein, il n'y en a pas. D'accord. Peut-être une dernière question. Qu'en est-il des heures de délégation et des heures d'astreinte pendant des heures normalement chômées? Alors, les heures de délégation, elles n'ont pas de lien en fait avec l'activité partielle, hein. L'activité partielle ne suspend pas le mandat. Ça ne suspend pas le mandat. Donc les salariés protégés continuent d'exercer leur mandat. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, et il y avait le deuxième point, c'était sur les heures d'astreinte. Donc là, c'est peut-être un peu différent. Mais c'est-à-dire sur les heures d'astreinte. Là, j'ai pas plus de précision dans la question. Non, mais Donc, on va alors, peut-être revenir vers dans la tous les cas, et personne. pour tous ceux qui nous écoutent, et je suis désolée, il y a une mauvaise connexion. Il faut pas hésiter, hein, quand je fais des webinars, moi, il y a des questions qui n'ont pas pu m'être posées ou où les gens ont parfois besoin de plus de précision. Vous pouvez parfaitement me contacter sur LinkedIn et je prends un peu de temps pour vous donner les réponses. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Puis vous envoyer les textes éventuels si vous avez besoin d'un petit peu voilà, de biscuits. Aucun souci. D'accord, merci. Peut-être que l'on peut passer à la deuxième partie avec Oui. Abdelkader. Tout à fait. Oui. Catherine? Alors, oui, je vais juste basculer sur les slides suivants. Voilà. Oui. Merci à vous pour votre participation et l'ensemble des questions et qui nous ont permis d'approfondir le sujet. Alors, comme vient de le dire Maître Kemel, vous avez vu que l'administration du travail dispose de moyens extrêmement larges, même plus importants parfois, comme on s'amuse à le dire, que la police, puisque l'administration du travail a capacité même de pénétrer dans une enceinte la nuit dès lors qu'il y a une activité professionnelle, qu'il y a du travail. Alors, cette largesse des pouvoirs dont elle dispose va lui permettre, bien évidemment, le cas échéant, de prendre un certain nombre de décisions et au regard de l'ensemble des règles qui viennent d'être rappelées, de valider ou d'invalider l'activité partielle. Alors, on dit plusieurs choses, hein. Il y a bien évidemment, d'une part, le délai qui vient d'être rappelé en matière d'octroi de l'activité partielle, et puis ensuite, les conditions réelles, bien évidemment, de cette activité partielle. Et vous avez même exposé un certain nombre de situations, je pense notamment à ces salariés qui peuvent être en webinaire le cas échéant, ou encore, bien évidemment, la situation des représentants du personnel qui, eux, conservent toute légitimité, bien évidemment, à exercer leur mandat. Alors, ce que nous allons aborder là, c'est que va-t-il se passer si d'aventure l'administration du travail invalide totalement ou partiellement l'activité partielle? Donc, l'administration contrôle et considère que pour tout ou partie des salariés, il n'y a pas de réalité à l'activité partielle parce que il s'avère qu'au travers des moyens de contrôle exercés, le salarié a en réalité, même si c'est une partie de sa journée, répondu à des demandes de son employeur ou a poursuivi son activité. Alors l'incidence va être la suivante. Nous avons pendant toute cette période d'activité partielle produit des bulletins de paie qui bien évidemment portent cette période-là d'activité partielle, soit pour la totalité du mois, soit pour une partie du mois. Lorsque l'activité partielle est invalidée, alors je parle là où bien évidemment l'opération se ferait de manière immédiate en l'absence de recours. S'il y a recours, bien évidemment l'opération de régularisation se fera bien plus tardivement. Il va falloir revenir sur la paye ainsi réalisée au titre de l'activité partielle. Parce que l'invalidation de l'activité partielle suppose bien évidemment en même temps l'invalidation de toutes les écritures de paye et de toute la mise en situation paye du salarié qu'il a pu connaître au titre de l'activité partielle. Donc on va annuler, on va revenir sur ces périodes-là, on va annuler les opérations. Quand on va annuler les opérations, ça signifie bien évidemment que tout ce qui a été fait au titre de cette activité partielle et notamment le versement de l'indemnité va être remis en cause. Pour rappel, l'indemnité, c'est un revenu de remplacement. C'est un revenu de remplacement qui bénéficie d'un régime de faveur en matière sociale. C'est une exonération de cotisations sociales
dont on rappellera notamment qu'il s'agit de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et des retraites complémentaires. C'est également une CSG à taux réduit. C'est le cas échéant l'écrêtement de la CSG-CRDS pour les revenus les plus bas. Et c'est, comme vous le savez, nous avons eu l'occasion également de revenir sur le sujet et de vous adresser une questionnaire sur cette thématique, et bien éventuellement l'assiette spécifique de prévoyance ou de mutuelle, puisque nous avons pu, le cas échéant, retenir l'indemnité d'activité partielle pour procéder au prélèvement finançant la prévoyance ou la mutuelle, le cas échéant. Toutes ces opérations-là devront être annulées. Ça signifie quoi? Ça signifie la reproduction d'un bulletin de paie pour les périodes concernées, conformément à ce qu'il aurait dû être. L'annulation, l'invalidation de l'activité partielle suppose que le salarié soit remis dans l'état qui aurait dû être le sien hors de l'activité partielle. Mais l'état qui aurait dû être le sien hors activité partielle, c'est justement d'être en activité. C'est justement d'être en activité. Donc ça suppose de produire un bulletin de paie avec l'ensemble des éléments constitutifs de sa rémunération habituelle. Donc on va retrouver son salaire de base. On va retrouver, le cas échéant, des heures supplémentaires dites structurelles. On va retrouver la prime d'ancienneté. Et l'une des problématiques qui peut se soulever, est-ce que durant cette période, le salarié aurait dû percevoir des rémunérations dites variables, des primes variables? Il doit retrouver bien évidemment le versement de ces primes variables. La difficulté va résider sur l'évaluation de ces primes. Parce que s'il avait continué à travailler, bien le commercial qui aurait dû être dans cette situation-là, il aurait pu quand même vendre, le cas échéant. Et s'il avait vendu, il aurait pu obtenir les primes afférentes à ses actions commerciales. C'est un des éléments importants ici de la reconstitution du bulletin de paye, comme si le salarié avait travaillé normalement, c'est vraiment tenir compte de l'ensemble de ces éléments-là. Et puis, ça signifie bien évidemment que les sommes ainsi versées vont recevoir à nouveau la qualification de revenu d'activité. Cela induit l'application du régime social de droit commun. Donc, on soumet à nouveau à sécurité sociale, on soumet à nouveau à assurance chômage, on soumet à nouveau aux retraites complémentaires, et bien évidemment, il nous faudra reconstituer l'assiette prévoyance telle qu'elle est expressément prévue dans le contrat qui vous lie à votre organisme de prévoyance. Et, chose importante, le salarié ne sera plus en mesure de bénéficier de l'écrêtement de la CSG. D'abord parce qu'on va bien évidemment réappliquer le taux de droit commun de CSG, le taux plein, et en même temps, il va falloir annuler dans l'autre sens, parce qu'il en avait bénéficié, donc c'était un avantage financier, mais annuler dans l'autre sens, et donc repositionner comme une charge l'écrêtement dont il a pu tirer bénéfice au cours de la ou des périodes d'activité partielle. Dans la mesure où, en même temps, nous allons avoir un impact sur les droits. Un impact sur les droits, alors bien évidemment, lorsque le salarié a été en activité partielle, et s'il devait tomber malade par la suite, une fois l'activité reprise, cette période-là, si elle est comprise dans les 3 derniers mois, pour déterminer le taux d'IJSS, normalement, on reconstitue la rémunération telle qu'il aurait pu bénéficier s'il avait travaillé normalement. Il en va de même pour les indemnités de licenciement. Par contre, notez une chose, s'agissant des congés payés, la période d'activité partielle ne suspend pas le droit et le calcul de la durée des congés payés. Donc, le salarié continue à percevoir 2,5 jours ouvrables ou 2,08 ouvrés le cas échéant. Par contre, ces périodes-là ne permettent pas d'intégrer dans l'assiette des congés payés, ne serait-ce même que l'indemnité d'activité partielle. Donc, il va falloir en même temps réalimenter. Alors, les compteurs l'étaient déjà, mais réalimenter notamment, bien évidemment, les bases de congés payés. Et c'est chose essentielle, notamment lorsque certains d'entre eux vont être amenés, bien évidemment, à prendre des congés dans la période estivale qui s'approche. Et au titre, bien évidemment, de la période de référence, là, qui va s'achever le 31 mai. Donc, vous avez les salariés qui sont en activité partielle. Si les choses sont annulées, il va falloir reconstituer. Alors, vous allez me dire, mais le cas échéant, le temps éventuellement de recours ou
bien évidemment, nous avons été éventuellement contrôlés plus tardivement dans l'année, bah, c'est la reconstitution rétroactive, impérativement la reconstitution rétroactive de l'ensemble de ces éléments et de la correction notamment de l'assiette de congés payés. Il va falloir compléter ce que le salarié a pu percevoir au titre des indemnités de ses prochains congés durant la période d'été qui arrive. Et même si une correction est faite ultérieurement, eh bien c'est un complément à faire. Reste un point sur lequel il va falloir. Alors, bien évidemment, toutes ces opérations-là sont. L'étude est menée, hein, nous progressons à pas cadencer au sein de SDWorks. Reste un point où vous auriez peut-être pu me poser la question, et je la pose immédiatement, c'est celle du salarié qui a quitté l'entreprise, qui n'est plus là. Il faut impérativement, il est légitimé, lui, à bien évidemment recouvrer ses droits s'il a connaissance de la validation de la période d'activité partielle qui le concernait, mais qui le concernait lorsqu'il était chez son précédent employeur. Ce sont des opérations qu'il va falloir que l'on corrige. On verra si la correction est aisée de manière automatique. Ce sont des salariés qui ont quitté l'entreprise, donc ça signifie également, bien évidemment, des compléments DSN, mais comme nous avons coutume de le faire, notamment lorsque il s'agit de traiter ce que l'on appelle la paye prud'homale, en l'occurrence. Donc voilà en quelque sorte les conséquences de cette invalidation totale ou partielle pour toute ou partie de l'entreprise. Quelque chose d'assez complexe, notamment lorsque l'activité partielle est elle-même partielle, si je puis dire, au cours d'une même journée. Hein. Il y a quelques entreprises qui ont décidé de réduire l'activité de leurs salariés quelques heures par jour. Et voilà, il va falloir ensuite jongler entre, d'une part, bien évidemment, les rémunérations déjà versées à ce titre et les compléments horaires qui s'imposent du fait de l'invalidation administrative. C'est ce cadre général sur lequel nous travaillons, ce cadre général qu'il va falloir bien évidemment déterminer avec exactitude parce que nous ne pouvons pas l'écarter. Et même si nous ne l'abordons là que fin mai, il était à notre esprit depuis fort longtemps, il est la continuité bien évidemment de l'activité partielle, des conséquences et notamment de la volonté du gouvernement de procéder à des contrôles soutenus, large mais approfondi également. Catherine, diapo suivante peut-être? Oui. Voilà, merci. Donc, correction a été faite en paye. Il y a d'une part, bien évidemment, l'annulation des bulletins de paye, comprenant la période d'activité partielle invalidée et la production de bulletins correctifs ou du bulletin refait tout simplement. Ben, ça signifie bien évidemment que en matière déclarative, nous allons venir corriger la DSN et lorsque nous aurons procédé à l'annulation des périodes comprenant selon l'administration de l'activité partielle à tort, eh bien, les mêmes incidences se produiront en DSN. Il y aura annulation des déclarations au titre des payes activité partielle invalidées. Et puis, nous procéderons par la même occasion, puisque nous allons produire des bulletins de paye qui, eux, verseront la rémunération du salarié comme s'il avait poursuivi son activité, eh bien, produire ces nouveaux bulletins de paye qui déclencheront toutes les déclarations nécessaires en DSN et qui permettront bien évidemment aux salariés de recouvrer ses droits lorsque lorsqu'ils dépendent bien évidemment des informations délivrées en DSN et ils sont de plus en plus nombreux, vous les connaissez. Alors d'une part les corrections DSN et puis bien évidemment d'autre part les corrections en comptabilité. Annulation là, des écritures passées, puis nous procéderons à l'enregistrement des bulletins corrigés, de telle sorte, bien évidemment, que la comptabilité, eh bien évidemment, traduise la réalité juridique de la relation contractuelle, la réalité juridique des sommes versées et la réalité juridique de la situation financière de l'entreprise et donc de ses capacités à délivrer bien évidemment et informer l'administration fiscale des justes résultats dont l'équilibre sera tout autre en termes de bénéfices puisqu'on aura des charges nouvelles qui seront fiscalement déductibles mais qui réduiront en même temps bien évidemment le résultat final s'il devait y avoir un résultat. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie-là, Catherine. Autre point, est-ce que je suis obligé de remettre à mon salarié un bulletin de paye corrigé? La réponse est oui. De prime abord, bien évidemment, je vais écarter une idée qui tend à se répandre et qui est, à mon sens, inexacte.
qui est de considérer que en cas d'invalidation et donc de reproduction de bulletin de paye, la simple correction de la DSN est suffisante. La réponse est non. La réponse est non parce que bien évidemment, le salarié doit impérativement connaître sa situation telle qu'elle aurait dû se produire s'il n'y avait pas eu d'activité partielle. Donc, information impérative du salarié. 2, je vous ai mis ici à l'écran les dispositions d'article L3243-2 du Code du travail qui rend obligatoire la remise d'un bulletin de paye et que je vous cite, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article 3243-1, qui sont en réalité ses salariés, une pièce justificative dite bulletin de paye. Il ne peut exiger aucune formalité de signature d'émargement autre que celle établissement que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Alors bien évidemment, quand on remet le bulletin de paye, on ne demande pas cette formalité de signature ou d'émargement, c'est plutôt le certificat de travail, le cas échéant. Chaque fois, bien évidemment, que je suis amené à verser une somme au salarié, je dois impérativement, et lorsqu'elle correspond à un paiement du salaire, je dois impérativement produire un bulletin de paye. J'attire votre attention ici sur le fait que le bulletin de paye, ce n'est pas l'objet bien évidemment de cette diapo, mais comprend un certain nombre de mentions, dont celles relatives au mode de financement de sa protection sociale, vous les connaissez depuis le bulletin de paye clarifié, et qu'on doit porter à la connaissance du salarié, à la fois bien évidemment ce qu'il a été retranché pour financer sa protection sociale, et ce qui a été retranché depuis peu au titre du prélèvement à la source. Je dis ça parce que même lorsqu'il s'agit d'une transaction, il est impératif d'en produire un bulletin de paye transposant la réalité de cette transaction, tant à la fois pour dire quel en est le régime social et pour dire bien évidemment s'il y a lieu, s'il devait y avoir des prélèvements et l'impact sur le prélèvement à la source. Il va de soi que lorsque je vais remettre un bulletin de paye conforme à ce qu'il aurait dû être hors activité partielle aux salariés, j'ai visé les prélèvements sociaux, le prélèvement à la source va venir corriger ce qui a pu être fait précédemment, bien évidemment, en complément. Donc, il ne s'agit pas non plus de retirer des sommes aux salariés. On tiendra compte, bien évidemment, dans le salaire versé, ce qui a pu l'être au titre de l'indemnisation de l'activité partielle. Ce n'est pas une addition des deux natures, mais on corrigera en même temps, par la même occasion, le régime social, et une importance toute particulière doit être portée sur, bien évidemment, le prélèvement à la source. On peut imaginer éventuellement de l'accompagnement informatif si vous vous trouvez dans cette situation d'invalidation de la période d'activité partielle, ayant pour incidence, bien évidemment, la reproduction de bulletins de paye conformément à ce qu'ils auraient dû être, c'est-à-dire hors activité partielle. Donc, remise obligatoire du bulletin de paye, nous le ferons, et nous le ferons bien évidemment pour chacune des périodes concernées. Je dirais que je ne sais pas ce qu'il faut espérer, c'est soit que vous soyez concerné par un contrôle et une validation proche, ou tardive. Si elle est tardive, les corrections sur des bulletins très anciens va être plus compliqué, notamment la correction de la DSN. Bon, voilà ce que je voulais vous dire pour ma part sur les incidences donc en paye d'un contrôle de l'activité partielle et de l'éventuelle invalidation par l'administration. Catherine, peut-être quelques questions? Non, nous n'avons pas de questions sur cette partie. Alors peut-être qu'il faut laisser un petit peu de temps, ou que l'on part du principe que l'on répondra ultérieurement à cette deuxième partie. Mais là, il n'y a pas de questions pour l'instant. Très bien, merci Catherine. Écoutez, moi je n'ai plus qu'à clore. Je voulais vous dire également que lors de vos inscriptions, certains ou certaines d'entre vous nous ont adressé des questions auxquelles nous n'avons pas répondu ici parce qu'elles étaient hors du champ de la thématique du jour. Donc, je vous ferai réponse par écrit, mais bien évidemment, vous obtiendrez ces réponses-là. Je n'ai plus pour ma part qu'à vous remercier maître Sabrina Kemel qui a très gentiment répondu à notre invitation, qui vous a donné, je l'espère, l'ensemble des informations nécessaires
en cas de contrôle ou de préparation d'un éventuel contrôle, si vous le soupçonnez ou vous êtes dans des entreprises fortement ciblées par l'administration du travail. Comme elle vous y invite, vous pouvez la contacter sur le réseau social LinkedIn. C'est de la guerre de la sorte que nous échangeons nous-mêmes. Bien évidemment, elle aura plaisir à vous répondre. Et pour ce qui nous concerne sur ce champ-là, n'hésitez pas à revenir auprès de vos interlocuteurs habituels de SD Works qui nous feront remonter les questions nécessaires telles que celle qui a été posée tout à l'heure au titre de la demande d'indemnisation et des difficultés administratives. Voilà, je vous remercie grandement. Catherine, merci. Tu veux dire quelques mots? Non, juste merci à vous toutes et tous, et encore désolé pour ces problèmes de son qui ont un petit peu pénalisé cette session. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou des points qui n'ont pas été bien compris. Et très bonne journée et très bon week-end à tous. Merci Catherine. Excellente fin de journée. Excusez-nous effectivement encore une fois pour ces problématiques de connexion. Excellente journée, bon courage pour tout et puis à très bientôt pour une prochaine session. Merci, au revoir. Au revoir.